Je pense que la compétence communale, elle est évidente, mais en s'inscrivant dans la supracommunalité. Je pense qu'il y a un certain nombre de modifications, d'évolutions qui ont été apportées sur le plan législatif, réglementaire, qui engendrent une telle complexité de la matière sur le plan juridique, réglementaire et scientifique que les autorités communales sont incapables de pouvoir les gérer seules. Mais je pense que c'est une matière à plusieurs tiroirs. Les provinces nous aident, les intercommunales nous aident, les bureaux d'études, les services de la région wallonne. Et je pense qu'au niveau des communes, c'est comme dans pas mal de matières, nous sommes un peu dans le fond de l'entonnoir avec des responsabilités qui nous viennent de toute une série d'autorités, depuis l'Europe jusque, bien entendu, l'autorité communale en tant que telle. Et donc, je pense qu'une belle avancée qui a été constatée récemment, c'est la mise en place des contrats de rivière, en tout cas dans notre région, contrats de rivière qui se trouvent sur 2 provinces, 19 communes, 13 340 km², et dont 28% en Natura 2000. Et si je prends l'exemple de Rochefort, nous comptons plus de 97 km de cours d'eau, toutes catégories confondues. Et donc, nous sommes souvent les premiers à être interpellés par des problèmes sur les cours d'eau, interpellés par des citoyens, interpellés par les techniciens, interpellés par des associations. Et je veux dire que la préoccupation que nous rencontrons maintenant, c'est bien entendu la qualité des ruisseaux, la qualité des eaux dans les ruisseaux, de 3e catégorie, ainsi que dans les autres. Alors, il y a une composante aménagement du territoire, qui est bien entendu de la compétence communale. Il y a une compétence d'urbanisme, et il y a la compétence de l'intégration de l'ensemble des politiques, de ces politiques. Sachant que, est-ce que la commune privilégie des lotissements dans des zones à épuration collective déjà programmées sur la commune, ou a-t-on une stratégie qui est beaucoup plus large, d'aller réaliser les permis d'urbanisation là où c'est le plus facile sur le plan réglementaire, sans tenir compte des difficultés en matière d'épuration et d'écoulement des eaux. Je pense que la plus grande inquiétude que nous avons pour le moment, ce n'est pas tellement sur les nouveaux lotissements, les nouveaux projets. C'est beaucoup plus sur l'habitat existant et tous les villages qui ne font pas l'objet d'épuration collective. Et je dois bien dire qu'en épuration individuelle, on n'en est nulle part pour l'habitat existant. Alors, en tant que mandataire communal, je ne peux que constater que les autorités communales sont aujourd'hui poursuivies, voire condamnées. Ce fut le cas dans notre commune, parce que les ruisseaux, quand le débit d'eau est important, il y a une forte dilution, etc. Mais lorsqu'on se trouve en régime d'étiage en été, le rapport entre les eaux vannes, les eaux grises, les eaux noires, et les eaux qui naturellement s'écoulent dans le ruisseau sont parfois dans un rapport 50-50, avec tous les dégâts collatéraux que ça peut entrer. Et donc, aujourd'hui, j'observe un retard significatif du dispositif réglementaire et de subventionnement mis en place par l'autorité régionale. Nous manquons de moyens au niveau communal pour pouvoir contraindre les habitants d'une rue, d'un quartier, d'un village de se mettre en ordre avec les dispositions relatives à la directive européenne. C'est d'autant plus surprenant que je crois qu'on est en retard d'abord. Et c'est d'autant plus surprenant que tous les pays voisins sont quasiment tous en ordre. Si je vais en France, j'observe que la France a tout de même fait des efforts très très importants en privilégiant bien entendu l'épuration collective, en ce compris dans les petits villages. En Allemagne, allez voir ce qui se passe en Allemagne, vous constaterez que c'est un modèle, mais avec financement public aussi. Alors, ceci, est-ce que l'épuration individuelle va régler les problèmes des zones rurales à très faible densité comme chez nous? Oui, en principe, oui.
Mais les expertises qui ont été réalisées après une dizaine d'années d'endroits où des épurations individuelles ont été réalisées sont très décevantes, donnent des résultats décevants, puisqu'il apparaît que 80% des installations après 10 ans présentent des déficiences dans la qualité du fonctionnement de l'épuration individuelle. Et puis, il faut savoir ce qu'on épure. On épure en général la DBO, donc tout ce qui est biologique. On oublie dans nos cours d'eau, et s'il y a ici dans l'Assemblée des gens qui font des analyses très poussées de la qualité des eaux dans les ruisseaux, que fait-on avec les phosphates? Dans les grandes stations, on parvient à régler, mais dans les petites, c'est beaucoup plus problématique. Et puis que fait-on avec tout ce qui est chimique et d'origine médicamenteuse? Les œstrogènes, les antibiotiques et tous ces trucs-là. Quand on fait des analyses dans des petits cours d'eau chez nous, on découvre des horreurs à ce niveau-là. Sur les aspects répressifs. Sur l'aspect répressif, ce que nous avons tenté au niveau communal, grâce notamment à l'intervention de la Fondation René Claus, il y a déjà de cela une quinzaine d'années, c'est de faire le recensement de toutes les situations en indiquant un degré de gravité ou d'urgence d'intervention. Et moyennant des contacts soutenus avec les personnes ou les entreprises qui étaient vraiment en infraction avec toutes les dispositions, ou bien qui, sur le plan technique, étaient dans une logique totalement aberrante par rapport à la gestion des cours d'eau. Je veux dire, sur 50 actions qui étaient prioritaires, aujourd'hui, il y en a 47 qui ont été réglées. C'était notamment des établissements Eureka avec des rejets directs dans la rivière. C'était une entreprise qui avait des citernes de carburant, d'hydrocarbures de 25 000 litres à 30 mètres d'un cours d'eau qui n'était pas en ordre. Bref, on est allé pour leur dire il y a un souci, mais aussi pour leur dire voilà comment vous pourriez le faire en choisissant la voie financièrement la plus supportable. Je pense que cette façon d'agir est beaucoup plus porteuse, me semble-t-il, que simplement venir dire on dresse un PV, si dans les 6 mois vous n'êtes pas en ordre, on vous embêtera. Je pense que c'est une méthode beaucoup plus incitative et convaincante de le faire. C'est la même chose sur les pratiques agricoles. Dans les pratiques agricoles, bien entendu, vous avez le choix en deux solutions. Ou bien celle de constater qu'il y a une infraction, bêtement et méchamment on retire les primes où on sanctionne, ou bien vous allez vers un système d'accompagnement. Et nous avons eu l'occasion de le faire avec la ville de Marchand-Famenne et l'abbaye Notre-Dame de Saint-Remy pour tenter de baisser la quantité d'azote dans les eaux souterraines, mais azote que l'on retrouvait en grande quantité dans les ruisseaux en surface. Et donc une convention a été passée avec la région Wallonne, il y a eu un financement d'un ingénieur agronome qui de ferme en ferme est allé porter la bonne nouvelle et surtout démontrer à des agriculteurs qu'ils avaient des profils azotés dans un certain nombre de leurs terres qui étaient totalement aberrants, en ce compris sur le plan agronomique et économique. Le résultat, après 10 ans d'intervention dans ce contrat, c'est que la quantité moyenne de nitrates retrouvés dans les eaux qui alimentent l'abbaye sont passées de 24 mg à 19 maintenant. Mais non pas par une action coercitive, mais par une action incitative. Au départ, il n'y avait que 10 agriculteurs sur les 95 concernés de la zone qui avaient adhéré au système. Maintenant, ils sont tous présents dans le système. Donc, je crois beaucoup plus à cela. Et enfin, par rapport aux inondations, nous sommes très exposés, nous sommes une commune très exposée à l'aléa inondation, en Surlès, en Rochefort, Gemelle, on a fait la une des JT à plusieurs reprises. Et je vais dire que, heureusement, on ne le fait plus, il n'y a plus de grandes inondations dans les 4-5 dernières années, mais enfin, des travaux conséquents ont été réalisés à Gemelle et à Anse-sur-Lesse, et nous sommes convaincus que ce que le service des cours d'eau non navigables a réalisé là-bas de la région Wallonne
sera de nature à protéger quasiment 80% des habitations qui étaient régulièrement concernées par. Alors, problème des clôtures. Je dois dire que là, je ne suis pas en phase avec les services de la région. Pourquoi? Faut-il clôturer les cours d'eau? Oui. Le dispositif est-il incitatif vis-à-vis des agriculteurs? Non. Parce que qui dit zone inondable dit forcément que l'eau sort régulièrement du cours d'eau. Et le système des primes qui avait été mis en place pour inciter les agriculteurs de mettre des clôtures, c'était la clôture 3 ou 5 fils qui restait à demeure. Et je peux vous dire que ce type de clôture, il serait emporté, il y a des endroits, il est emporté tous les 2 ans. Et donc ce que nous avions proposé, c'était de dire qu'il fallait accorder la même prime aux agriculteurs qui mettaient des clôtures temporaires. Et bien entendu, les contrôles devaient être effectués, de savoir si au moment où le bétail était dans les champs, on avait bien mis la clôture. Et je pense qu'il y a suffisamment de dispositifs ou d'associations capables d'alerter les services de la région, de leur dire il y en a un qui a mis des bêtes sans clôture que pour le concrétiser. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui sur Rochefort, je crois que nous sommes à peine à 40% des prairies qui ont été clôturées dans des cours d'eau, parce qu'il y a ce problème-là. Les endroits qui sont soumis à l'inondation de manière très dense, ça pose des difficultés. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faut qu'on trouve un moyen. Sachant aussi que ça pose des difficultés pour abreuver les bêtes. Alors, on dit, il n'y a qu'à mettre un abreuvoir automatique à museau. Je vais vous donner un simple exemple. Nous avons un producteur laitier, il a 80 vaches laitières. En été, elles boivent 60 litres par jour. Mais elles doivent boire 2 tiers de cette quantité au moment où elles sortent de l'étable après la traite, dans la demi-heure. 80 fois 40 litres, ça fait 3 mètres cubes 20. Je pense qu'un abreuvoir à museau débite quelque chose comme un quart de mètre cube à l'heure. Ben, ça veut dire que pour chaque prairie, il faudrait équiper les dispositifs des bords de rivière d'autant. Faut-il accepter que les agriculteurs continuent à laisser aller leurs bovins et leurs vaches dans le cours d'eau? Non. Mais je me rappelle avoir emmené la commission locale de développement rural et la CCATM au Grand-Duché de Luxembourg pour aller voir ce qu'ils faisaient. Je pense qu'il y a matière à réflexion à ce niveau-là, notamment faire des petits appendices à la rivière, enfin bref, avec des cailloux, du béton, et de sorte à ce que les bêtes n'aillent pas polluer le cours d'eau. Donc voilà un peu ce que je souhaitais témoigner dans cette matière-là. Aussi les zones de baignade. Bon, il y a une zone de baignade qui avait été pointée chez nous dans une commune à Bellevaux. On a, pour respecter la directive européenne, fait une station d'épuration là-bas pour 40 maisons avec du sol comme ça. On a fait aussi Tellin, Alma, etc. On fait des analyses d'eau maintenant, on constate qu'il n'y a pas beaucoup d'abaissement de la pollution. Voilà. Et si on nous avait dit au niveau communal où faut-il aller mettre une station d'épuration, je pense que, et les services le savent, c'est pas là que nous aurions prévu de la faire. Non pas qu'il ne faut pas protéger la zone de baignade, mais administrativement la zone de baignade était là, donc c'est là qu'il fallait épurer parce que c'est là qu'on fait les analyses. Mais sur le plan technique, tous les avis concordaient à dire que c'était ailleurs qu'il fallait prioriser les constructions. Enfin, sur le dispositif réglementaire pour les épurations individuelles, moi je ne crois pas tellement à la capacité de toutes les familles, et sur le plan technique d'ailleurs, de tout le monde de se mettre en ordre simultanément. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut que les communes soient invitées à établir un plan chronologique d'établissement d'épuration individuelle, quitte à aller vers de l'épuration individuelle collective, mais dont le dispositif juridique n'est pas abouti,
Hein, j'ai ici une juriste devant, je ne sais pas si elle va en parler, mais est-ce qu'il faut faire un acte de base? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un ne paye pas enfin, bref, et à quel endroit faut-il le placer? Parce que tout le monde voudrait bien qu'on ait plus sur nous, mais personne ne veut l'avoir sur sa parcelle. Et donc, je pense qu'il faut qu'on avance, qu'on progresse dans cette matière-là, de savoir comment réaliser des épurations individuelles regroupées. Moi, je n'entends pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là dans les communes en province de Namur et même dans d'autres communes. Je pense que c'est beau sur le plan théorique et intellectuel, mais une analyse plus approfondie doit être faite, mais en privilégiant bien entendu des interventions, non pas individuelles et ponctuelles, mais par quartier, puis une planification dûment établie, clairement établie. Enfin, les frontières provinciales constituent vraiment une sorte de barrière hermétique entre les intercommunales d'assainissement d'eau à certains endroits. Il y a bien entendu les grandes stations d'épuration où les eaux traversent, et bien entendu il y a des accords, et la station de Rochefort dans ce cas-là, puisque les eaux viennent depuis Marche-en-Famenne sur le haut de Marche et sont épurées à Rochefort. Par contre, quand vous avez deux petits villages à côté de l'autre, il est extrêmement difficile de trouver des solutions entre les intercommunales. Je ne sais pas pourquoi, on a déjà proposé, on essaie même de provoquer une réunion entre les deux intercommunales. On nous dit qu'est-ce que c'est les communes, vous voulez rassembler deux intercommunales d'épuration des eaux pour trouver des solutions en notre place. Ça paraît tout de même un peu surprenant. C'est peut-être purement ponctuel. Il y a des collaborations par ailleurs, mais je pense qu'il faudrait les renforcer un peu plus. Et nous qui sommes dans un contrat de rivière transprovincial, on voit des attitudes administratives relativement différentes d'un côté et de l'autre de la frontière des provinces. Voilà, merci pour votre intervention. Alors, avant de passer le micro à M. Nioul, peut-être une question simple. Hein. Est-ce que vous souhaitez, au vu de ce que vous venez de résumer ici, rester, vous, commune gestionnaire de cette problématique des cours d'eau? Oui ou non? Moi, si quelqu'un veut l'apprendre, il peut l'apprendre. mais il faut être réaliste parce que je pense que c'est une matière qu'il ne faut pas résumer simplement à l'écoulement d'eau. Il y a tout ce qui arrive tout autour et le pouvoir public qui a les clés en main d'une programmation urbanistique, d'aménagement du territoire, de la police, des moyens techniques en cas d'inondation, des moyens de pouvoir examiner le plus proche du terrain, ça reste la commune pour les cours d'eau de 3e catégorie. Mais comme je l'ai dit, c'est une politique à plusieurs tiroirs. Et les communes sont incapables de gérer seules ces matières aujourd'hui quand elles sont devenues complexes. Donc, je pense que la ville, la commune est un espace de rencontre où tous les gens peuvent intégrer les différentes composants, mais avec une responsabilité communale en aménageant le territoire qui reste malgré tout dominante dans ces matières-là. Et je veux dire, la police, jusqu'à présent, la responsabilité des bourgmestres est engagée. On poursuit la commune parce qu'il y a de l'eau qui arrive à polluer, qui arrive à un endroit dans un ruisseau. Demain, si on dit les cours d'eau de 3e catégorie ne font plus partie de la compétence communale, il n'en demeure pas moins que la responsabilité communale reste engagée par rapport à ce qui arrive dans le ruisseau. Voilà. Quand on arrive comme bourgmestre, moi je vais être franche, les cours d'eau ne sont pas la priorité première. Jusqu'au jour où pendant la nuit on vous appelle et on vous dit il y a une inondation là-bas, il faudrait que vous veniez sur place. Puis on se déplace et puis on demande qui est responsable de ça. On dit c'est vous, c'est une 3e catégorie. Ah bon? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Et puis de fil en aiguille, moi j'ai découvert qu'auparavant, il y a une dizaine d'années, notre service travaux assumait toutes les fonctions au niveau des cours d'eau, les curages, les aménagements de berges. Systématiquement, il y avait des élagages, on avait du personnel, on avait du matériel. Et puis avec la législation, les normes de sécurité, les normes de salubrité, la mise en décharge des résidus de curage, eh bien, finalement, on n'a plus rien fait parce que c'était devenu trop complexe, trop compliqué, trop coûteux au niveau des transports. Et voilà, on se trouve là devant le ruisseau, on se dit, bon, il faut faire quelque chose. Donc, comme vous l'avez dit, M. Lambeau, il vaut mieux collaborer avec des gens qui sont plus spécialisés que vous. Donc, on a fait, nous, appel au STP pour avoir des devis parce que le ruisseau là, de 3e catégorie,
On devait refaire les berges, on devait élaguer des arbres qui avaient poussé en plein milieu et qui empêchaient justement une flux d'eau d'évoluer correctement. Donc on a travaillé avec le STP et on a des devis qui sont rentrés avec les travaux effectués. Donc ça c'est une première remarque. Deuxième remarque, problème que j'ai également vécu, ce sont des inondations mais dues à des coulées de boue. Coulées de boue qu'on n'avait jamais eu l'expérience auparavant parce que dû à une nouvelle urbanisation, dû également à un changement d'affectation des prairies qui sont devenues cultures, des cultures qui ont amené pommes de terre, betteraves, enfin, des coulées de boue dans les quartiers qui n'avaient jamais connu ce genre de problème. Et on en est arrivé à avoir 4 fois par an des maisons avec 30 cm de boue à l'intérieur, et ça c'est un vrai problème. Donc là on a contacté le GISER, suite je crois à une journée sur l'eau organisée par la province il y a quelques années, le GISER, le bureau d'études de l'UNACEP où on avait des gens qui étaient spécialisés dans l'étude des bassins versants, et eux aussi nous ont proposé des solutions donc qu'on va essayer de mettre en place. Ça c'est deux problèmes. Et le troisième problème, je rejoins M. Belot, dans les centres de nos villages, on est amené souvent à avoir des rénovations de bâtiments, par exemple des grosses fermes où il y avait une seule famille, et on va faire 10, 12 appartements qui vont déverser dans le réseau, mais qui n'est pas conçu pour autant de personnes. Donc le réseau est en circulation, et là il faut de nouveau trouver des solutions. Donc ça, pour les communes, c'est un problème. Et le dernier petit problème, mais ça je crois que c'est un problème momentané, mais que je vis actuellement, je crois qu'il faudrait faire des campagnes d'information et de prévention au niveau de la population pour la qualité des eaux de rivière. Et je m'explique. On est pour l'instant en plein travaux dans la construction d'une station d'épuration avec tout ce que ça comporte au niveau d'un collecteur, l'installation d'un collecteur, et les gens sont enragés parce que de un, il y a des travaux, mais quand tu leur dis qu'on va leur faire une belle route, ils prennent patience, mais quand tu leur expliques que c'est pour l'installation d'un collecteur pour améliorer l'eau de la rivière, ils te regardent et me disent à quoi ça sert. Donc je crois que l'important serait d'avoir une campagne de sensibilisation sur la qualité des eaux. Et moi je terminerai mon exposé, je vous ai chaque fois informé de toutes les solutions qu'on avait trouvées, mais où est le problème? Le problème il arrive quand il faut mettre la ligne dans le budget communal. J'ai des solutions pour mes coulées de boue via GISER et l'UNACEP, mais 200 000 à 300 000 €. J'ai des solutions pour l'amélioration via le STP, pour le renforcement des berges, pour ci, pour là. Et ici, j'ai 3 projets, 1 à 60 et 2 à 30 à mettre dans le budget. Et les budgets communaux, on va devoir sélectionner, éliminer, remettre à l'an prochain, parce que le budget communal ne sait pas supporter une telle charge au niveau, et c'est pas que la volonté n'y est pas, mais on a déjà tellement à supporter en plus depuis un certain temps que même, cette année, nous, on va mettre 2 projets, mais les 3 autres attendent. Et ça, c'est un souci. Donc, je crois qu'on pourrait avoir peut-être, je dis de la région, on va essayer de discuter de son côté, mais ils ont aussi des charges importantes à tenir. Donc, voilà. Les communes, on est le dernier maillon, c'est à vous de trouver des solutions. Les solutions, elles existent, oui, mais financièrement, ce n'est pas supportable. Alors vous êtes pour le maintien de cette compétence dans le giron communal ou son transfert, mais vous gardez les moyens pour d'autres politiques, peut-être, si je vous suis bien. Moi, je crois qu'une bonne collaboration est utile, commune, région, province. J'aime bien gérer ce qui m'appartient, ça m'énerve quand on vient se mêler de mes affaires. Mais, comme dit M. Delon, ça coûte. Mais je trouve qu'une bonne collaboration, ça serait peut-être une bonne idée. Lorsqu'on aborde le problème des ruisseaux, il faut clairement identifier les éléments qualitatifs et les éléments plus fonctionnels. En ce qui concerne les éléments qualitatifs, ils sont, je dirais, une préoccupation première depuis la création de Ferney. Qu'est-ce que c'est Ferney-le-Mont? C'est une commune qui comptait 5000 habitants avant les fusions, qui en comptera bientôt 8000, qui était qualifiée essentiellement de rurale, qui se veut de l'être encore, mais qui immanquablement subit l'influence de la présence de Namur et aussi d'un certain reflux du Brabant wallon qui amène une modification importante en termes d'organisation du territoire et avec cela une modification importante
au niveau des mentalités. Alors si je veux faire un petit historique des choses, je crois que c'est assez utile qu'on le fasse. Lorsque Fernelmont s'installe, on se retrouve à l'époque avec un encouragement très important de la région wallonne d'investir dans l'égouttage. On reçoit à l'époque des facilités pour poser des égouts. Pourquoi? Parce qu'on commence à réfléchir en Wallonie à l'épuration des eaux, et cette épuration, elle devait impérativement passer par la pose de collecteurs et la réalisation de stations d'épuration. En bon élève, Fernelmont s'inscrit dans cette logique, pose des égouts un peu partout, jusqu'à couvrir 95% de son territoire, et constate quoi? On constate qu'avec la pose de ces égouts, on a concentré la pollution à des endroits importants. Initialement, vous aviez une pollution un peu diffuse, qui s'auto-régénérait un peu avant de rejoindre la rivière. Aujourd'hui, par la pose de canalisation, on concentre la pollution en des endroits plus précis, où là, il y a de réels problèmes. Donc, fort de cette logique-là, la commune rurale demande à pouvoir obtenir quoi? Des collecteurs et des stations d'épuration. Nous avons obtenu des stations d'épuration pour couvrir grosso modo 40% de notre territoire. Ces stations d'épuration fonctionnent et il faut se louer de la bonne collaboration que l'on peut avoir avec l'INASEP en ces matières. Mais comme M. Belot l'évoquait dans son exposé, aujourd'hui, que constate-t-on? C'est que l'Europe est toujours très attentive en matière d'objectifs, mais que la Wallonie et beaucoup d'autres régions sont en retard par rapport à ces objectifs. Aujourd'hui, toutes les stations d'épuration supérieures à 10 000 équivalents habitants sont terminées. On procède vaille que vaille à la finalisation des stations d'épuration entre 10 000 et 2 000 équivalents habitants, mais pas de solution pour les stations d'épuration qui devraient pouvoir s'installer pour des entités plus petites. Et là, aujourd'hui, se pose la question, et M. Belot l'a posé, la question de comment va-t-on épurer à cet endroit-là. Épurer est une obligation chez nous. On nous a fait poser des égouts. Donc quand on a posé des égouts, on a concentré la pollution. Donc cette pollution doit être évacuée. Donc il faut à un moment ou à un autre aller jusqu'au bout du processus. Et donc la question que je me pose aujourd'hui et que se posent beaucoup de mandataires dans les entités plus petites, c'est va-t-on vers une épuration individuelle, vers une épuration individuelle, semi-collective, comme mon collègue l'évoquait. Moi qui suis dans une zone qui est restée quand même relativement rurale par la densité, je suis assez demandeur d'un effort d'épuration individuelle. On a aux frais du citoyen, aux frais de la région, développé des équipements d'épuration dans les villes et dans les communes de moyenne importance. La ruralité, encore une fois, ne peut pas être oubliée. Il faut que le législateur se pose cette question et voit comment répondre à cette situation spécifique de la part des communes. C'est chez nous une préoccupation très importante du fait que nous nous étions initialement fixés sur un objectif qualitatif qui partait du système initial du PACH avec station d'épuration, collecteur et autres équipements. Donc, là, aujourd'hui, il y a une interpellation de la part de communes telles que la mienne et d'autres d'ailleurs, en tout cas de tous les endroits où on est dans une structure où on ne peut envisager une station d'épuration supérieure à 2000 équivalents habitants. La région doit apporter une solution. Ça, c'était, je dirais, un peu notre fil rouge. Alors, tout au long de ces 30 années de Fernelmont, quels sont les intervenants que nous avons pu rencontrer? Incontestablement, moi j'en vois deux qui, pour des communes telles que la nôtre, ont été, je dirais, opérationnels et nous ont beaucoup aidés. Et ils l'ont été à des niveaux divers. Je citerai d'abord la province, parce que bon, voilà, parfois, on peut toujours se dire, tiens, quel est le rôle de la province, quel est ceci, quel est cela. Pour une commune qui est de la taille de la mienne, si je n'avais pas les services provinciaux
pour m'apporter qualité de gestion, pour m'apporter conseil, et même avec des moyens qui ne sont pas toujours à la hauteur de leurs intentions en ce qui concerne les ruisseaux de deuxième catégorie, je vous assure que je me retrouverai fort démuni par rapport à cette problématique des ruisseaux. Aujourd'hui, de manière tout à fait claire, je ne peux que me louer de la collaboration que nous avons eue avec les services provinciaux. Et je me louerai aussi de la politique de partenariat qui a été développée par la province, car dans le programme partenariat précédent, nous avions décidé de consacrer la totalité de nos moyens aux ruisseaux. Et donc, nous avons pu faire un pas supplémentaire de par le fait que les moyens qui étaient octroyés à toutes les communes en fonction de critères, les mandataires locaux savent ça, nous avions opté pour les ruisseaux. Et on a trouvé un opérateur qui, quelque part, a fait le travail à notre place et l'a fait dans de bonnes conditions. Donc là encore, au-delà, je dirais, de l'apport gestion, au-delà de l'apport réalisation, je ne peux que me louer et je souhaiterais, puisqu'on est là aussi pour évoquer ces souhaits, je suis de ceux qui pensent que mettre les ruisseaux de troisième catégorie dans le giron de la province, si la province se doit de rester, il faut lui donner des choses à faire, il faut lui donner des moyens. Donc je plaide, moi, pour que les ruisseaux de troisième catégorie puissent passer dans le giron provincial. Je sais que ça pose toujours problème pour un bourgmestre d'avoir une responsabilité qui est partagée. C'est la même chose aujourd'hui en zone de police pluricommunale. Quel est encore le vrai rôle du bourgmestre dans une zone de police pluricommunale? Il est quand même relativement dilué. Néanmoins, sa responsabilité est totale. Si demain, en matière de ruisseaux, les ruisseaux de troisième catégorie passent dans le giron provincial, si l'accord est clair et s'il y a un partenariat bien organisé, il n'y a pour moi pas de difficulté, au contraire, on y gagnera en cohérence, on y gagnera en utilisation de moyens. Donc c'est un volet sur lequel je souhaite être clair. Deuxième opérateur qui a beaucoup aidé les communes de la taille de la mienne, ce sont les contrats de rivière. Soyons clairs, au début, les contrats de rivière, c'était tous écolos. Je pense un petit peu vu comme ça, et dans les conseils communaux, on dit, oh Dieu, enfin, les contrats de rivière, mais finis-toi, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils font double emploi, il y a des choses qui sont quand même des redites par rapport à la région, des redites par rapport à la province. Eh bien non. Au fil du temps, dans une commune comme la mienne, eh bien, le contrat de rivière est un élément très important. Très important dans la mesure où il assure non pas une vision essentiellement technique, une vision participative. Et je reviens là à l'évolution des mentalités dans ma commune. Au départ, nous étions dans un environnement totalement rural. Aujourd'hui, on est dans un environnement où le citoyen veut s'exprimer, où le citoyen demande à participer. Eh bien, au travers des contrats de rivière, on amène les conseils communaux à trouver des idées et même des moyens pour sensibiliser le citoyen à l'obligation qu'il a aussi d'être partenaire du respect du ruisseau. Le ruisseau ou la rivière n'est pas essentiellement un lieu qui est géré par les pouvoirs publics. Il doit, comme les sentiers, comme les espaces publics, devenir au fil du temps un élément d'appropriation du citoyen qui doit partager avec l'autorité publique l'obligation qu'il a de protéger les berges en ce qui concerne l'agriculture, de faire en sorte qu'ils soient en ordre au niveau de ces rejets dans ces égouts, et que quelque part, comme on le fait avec les routes et sentiers, et nous l'avons fait chez nous, ils participent une ou deux fois dans l'année à des rivières propres. S'il n'y avait pas eu les contrats de rivière, nous n'aurions jamais imaginé organiser des opérations de rivière propre. Je peux vous dire que quand on organise une opération de rivière propre et qu'il fait beau temps, c'est sympa, les enfants viennent, les parents viennent avec les enfants, on ne fait peut-être pas un travail extrêmement important sur le plan du résultat, mais sur le plan de la sensibilisation, je suis aujourd'hui convaincu que les contrats de rivière ont totalement leur raison d'être. Donc pour moi, l'approche des cours d'eau passe aussi par une sensibilisation du citoyen et une implication du citoyen dans la responsabilité qu'il a d'assurer la propreté d'un lieu qui est essentiel à son milieu de vie.
Alors, dernier élément que je voudrais aborder, j'ai donc abordé l'aspect qualitatif. La réalisation, ben, je partage ce que mes collègues disent, on manque de moyens, nous on a 20 ouvriers, ça fait 220 km de voirie, je n'ai pas compté les kilomètres de ruisseaux, mais si on devait assurer la totalité de la mission en ce qui concerne l'entretien des rivières, on n'a pas les moyens. Et si vous me posez la question quelle est la priorité, moi je vous dirais qu'en termes de qualité d'eau, notre priorité est élevée. En ce qui concerne l'entretien, le reprofilage et ça, on fait cela déjà au fil du temps, au fil des moyens. Et je rejoins ma collègue pour dire que cela coûte très cher et qu'au fil du temps, avec les exigences de la région et toutes autres exigences, on en fait moins aujourd'hui que par le passé.